aussi. Bonne fin de journée à ceux qui doivent nous quitter. Donc, on enchaîne maintenant avec notre présentation Portugal, Espagne et Lourdes. Alors, on a avec nous notre accompagnateur, Monsieur Marc Langlois, qui est accompagnateur avec Spiritour déjà depuis de nombreuses années, mais qui a tout un bagage aussi là, dans le monde du tourisme. Et puis aussi une formation en théologie. Hein, il a suivi une formation aussi en accompagnement spirituel au Centre Pèlerin pour aiguiser sa capacité d'écoute et de présence aux autres. Auparavant, il a œuvré comme enseignant au département de tourisme du Cégep Champlain Regional College. Son expérience très diversifiée dans le monde du tourisme, de guide accompagnateur à propriétaire d'agence, lui a permis de goûter à presque tous les aspects du voyage. Alors, sans plus tarder, Marc, la parole est à vous. Bonjour Anne, et merci beaucoup de cette occasion de présenter ce merveilleux voyage pèlerinage qui nous permettra de voir des sites religieux et aussi des sites historiques et artistiques extrêmement importants. Le voyage revêt des facettes variées et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, c'est un voyage aux sources de la foi, donc un voyage qui sera axé sur l'aspect religieux, c'est sûr, mais non pas exclusivement. Nous passerons du temps, nous aurons du temps libre à Fatima, par exemple, et puis à Lourdes, où vous aurez du temps à vous pour pouvoir vous donner aux dévotions ou à visiter les sites qui vous sont plus chers au cœur. Donc, vous ne serez pas toujours pris dans un itinéraire tout à fait serré. C'est sûr que lors des déplacements, on sera obligé de suivre là où va notre cœur, mais il y a beaucoup de temps libre. Et les temps libres, je tiens à vous expliquer que c'est des temps qui sont vraiment libres et il n'y a rien d'organisé comme tel. Je demeure disponible pour vous aider à planifier votre journée, vous donner les indications nécessaires pour vous y rendre et vous donner un coup de main de quelque façon que ce soit. Je demeure disponible dans ces temps libres, mais ce sont des temps qui sont à vous. Et je vous invite à vraiment en profiter et à les préparer avant le départ. Et on sera en contact et même on pourra en parler même avant votre départ pour que le tout soit en place pour vous. Alors, sans plus tarder, je pense que je devrais passer à l'itinéraire. Oui, on va y aller avec l'itinéraire. Peut-être juste, mon PowerPoint est en train de se télécharger. Là. Peut-être juste nous donner vos motivations pour faire ce pèlerinage-là, Marc. OK. Les motivations se situent à plusieurs niveaux. La première motivation, c'est de travailler avec Spiritour parce que j'y suis depuis 2009, donc je suis un vieux de la vieille. Et puis, voyager avec Spiritour, c'est une expérience unique. J'ai eu l'expérience d'accompagner des gros groupes, des autocars complets et tout ça, et c'est une chose. Mais dans les voyages Spiritour, les groupes sont beaucoup plus réduits, les gens sont plus accessibles, j'ai le temps de parler avec tout le monde, d'apprendre ce qui vous intéresse, de cheminer avec vous aussi. Et à cause de ma formation en théologie et aussi mon accompagnement au niveau du service pénitentiaire canadien, ma formation en spiritualité ignatienne, on peut parler de choses dont on parle normalement pas, avec autant de détails avec un accompagnateur. Donc, je demeure disponible. Je ne suis pas l'accompagnateur spirituel, mais je peux peut-être vous aider à ce niveau-là, vous expliquer des choses avec la formation en théologie et à d'autres niveaux. Est-ce que le PowerPoint est prêt? Oui, je pense qu'il Tout est prêt, là. Alors, je vais être juste, en fait, pas tout à fait, je vais Oui, être juste obligée de sauter par-dessus. Je suis oui, désolée. aucun problème. Attends, En passant, ça il arrive répète. toujours des choses intéressantes durant les voyages, des petites choses imprévues. Et je pense qu'il ne faut pas les voir comme problème, mais plutôt comme moment de rire et puis de jouir de ce qu'on apprend dans ces moments-là où tout ne va pas comme on aurait voulu. Et ça se présente à tous les niveaux. C'est ce qui fait la richesse d'un voyage, particulièrement avec Spiritour, où on a le temps d'échanger. Quand c'est possible dans les voyages, nous faisons des arrêts où on peut échanger entre nous et voir qu'est-ce que cette expérience, cette visite nous a fait. Et ce partage-là est un aspect important du voyage spirituel. C'est qu'on n'est pas que des récepteurs, on devient aussi des gens qui contribuent au voyage des autres. Et puis, c'est ainsi qu'on apprend à se connaître, à découvrir la richesse
de tous les membres de ce groupe dans les échanges. On arrête quand on peut après une visite pour que les gens puissent s'asseoir en cercle et puis échanger, ou parfois dans l'autocar. Et donc, l'échange humain, la présence humaine est extrêmement importante. Ce n'est pas qu'un itinéraire, c'est une expérience que nous vivons, une expérience humaine, religieuse aussi, mais on n'impose rien. Voilà, nous y sommes. Oh, Oups. je m'excuse, à chaque fois que je clique sur présenter, il nous ramène au début du PowerPoint. Je suis vraiment C'est désolée. malheureux parce que j'ai le PowerPoint devant moi, mais je ne peux pas le partager. Ah, oui, 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 je vous donne oui, OK, je vous nomme co-animateur, vous allez pouvoir le partager. OK, dans le share screen, là, ça, je ne suis pas habitué. Alors, voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, excellent. Merci beaucoup, Marc. Et ça fait plaisir. Alors voilà et Anne, je te prie d'intervenir lorsque tu sembles lorsque tu veux vouloir le faire. Alors, nous partons le 3 mai, qui est un lundi soir. Nous partons sur les ailes d'Air Transat, bien entendu, avec des vols sans escale. Et nous revenons le 16 mai. Et donc, le voyage dure 14 jours. Bien entendu que ça compte le jour du départ, où on quitte Montréal ou Québec, selon le cas, et nous passons 12 nuits sur place. Vous avez déjà un bel avant-goût dans cette photo du Portugal. On voit là une photo qui vient de la banlieue de Lisbonne. Bon, là, il faut que je fasse fonctionner comme il faut. Oui, allez-y avec le Voilà. slideshow. Le slideshow, ça va vous permettre de pouvoir Oui, commencer le je vais slideshow y là, aller dès le tout de début. suite. Bougez Oui, pas. Ça, c'était inattendu. Bon, je pars du départ. merci Marc, je suis désolée. Ça fait plaisir. Bon, OK. Je m'excuse de ce contretemps. Bon, voilà. Les animateurs, bon, il y a moi l'accompagnateur, Marc Langlois. Anne m'a bien présenté. Et Anne, je te laisse présenter l'abbé Jean-Guy Paradis. Oui, alors, c'est un prêtre, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages, un grand voyageur, accompagné beaucoup de pèlerinages aussi. Il est en service à la paroisse Saint-Charles-Borromée, de Charlesbourg, dans le diocèse de Québec. Il a été ordonné prêtre en 75 après une carrière d'enseignant, au Cameroun pendant 6 ans, puis en Espagne pendant 10 ans. Il a fait des études, en littérature espagnole, en sociologie, en philosophie, puis étudie et en théologie chez les jésuites de San Cugat, je pense que c'est en Espagne. Il a eu le privilège de vivre une année sabbatique d'études à Jérusalem et puis les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et comme je vous disais, il a accompagné de nombreux pèlerinages à travers le monde. Merci, Anne. Alors, c'est un pèlerinage d'exception, comme vous voyez. Vous voyez, les paysages sont magnifiques. On découvre 3 nations, en fait, le sud de la France, dont la base des Pyrénées. On traverse les Pyrénées, donc en France, et on entre en Espagne, dans le Pays basque. On voit le Pays basque français, le Pays basque espagnol. Et puis, nous longeons la côte du nord de l'Espagne pour arriver jusque du côté ouest de l'Espagne, nord-ouest de l'Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour arriver ensuite sur le Portugal jusqu'à Fatima et jusqu'à Lisbonne. Et nous revenons de Porto, bien entendu. Je vous fais grâce de lire ce texte parce que vous savez lire autant que moi. Bon, c'est un pèlerinage chrétien, c'est sûr, on en tient compte. Ce n'est pas une imposition, c'est un enrichissement. Et chacun y tire ce qu'il veut. Rien n'est imposé. Mais c'est sûr que la dimension chrétienne de beaucoup de sites de ce voyage va ressortir de façon très forte. J'ai déjà fait des pèlerinages même, je me souviens d'un pèlerinage en particulier où il y avait des gens qui n'avaient pas de croyance. Et puis, ce qui est arrivé dans les faits, c'est que ces gens-là ont participé de façon extraordinaire, ont enrichi le groupe et puis sont partis avec des beaux questionnements. Et même les gens qui sont croyants ont fait la même expérience. Ça a été un enrichissement pour tout le monde. Donc, cette dimension religieuse chrétienne n'est pas une imposition, c'est un enrichissement. Donc, on offre aussi la messe là où c'est possible. Vous n'êtes obligé à aucune activité. On offre des activités. Vous êtes libre de ne pas participer. C'est sûr qu'on ne rembourse pas si c'est une activité payante à laquelle vous ne participez pas. Mais au niveau des activités religieuses, c'est libre.
C'est aussi un voyage culturel qui vous permet de découvrir des sites culturels et historiques importants, des musées, des sites archéologiques, des cathédrales, des monastères, qui en soi ont une valeur artistique importante, même si la dimension religieuse vous intéresse moins. Et puis, lorsque c'est possible, on participe à des événements culturels importants, et ainsi que, par exemple, les processions. C'est le cas à Fatima, par exemple, à Lourdes, où il y a des processions qui sont disponibles, particulièrement le soir, des processions au flambeau qui sont très touchantes au point de vue humain. On y voit des choses qui nous interrogent, qui nous émeuvent énormément. Alors, vous avez l'occasion de participer là où c'est possible. Et puis, dans les temps libres, vous êtes à liberté de parler avec des gens, d'échanger et d'en parler aux autres aussi. Alors, je repasse l'itinéraire en gros. Nous partons de Montréal, le vol direct sans escale sur Toulouse. Nous faisons une pause à Toulouse et nous prenons la première nuit en Europe à Lourdes. Nous y passons plusieurs jours pour ensuite passer par San Sébastien où nous prenons le repas du midi et Santander où nous passons la nuit. C'est sur la Costa Brava, donc la côte nord de l'Espagne, une côte accidentée, extrêmement belle, sauvage. Et puis de Santander, nous rentrons à Saint-Jacques-de-Compostelle et je mentionne en passant que ceux et celles qui le souhaiteraient, nous arrêtons le voyage à peu près 10 km de Saint-Jacques-de-Compostelle pour donner l'occasion à ceux et celles qui le désirent de faire les derniers 10 km à pied, d'avoir ce sentier d'entrée à Saint-Jacques comme pèlerin. Ce n'est pas obligatoire, mais ceux et celles qui le veulent, vous pouvez le faire et vous décidez sur place. De Saint-Jacques, nous passons un certain temps à Saint-Jacques, quelques jours, et puis nous passons par Porto. On le connaît bien pour son vin, mais c'est une ville absolument charmante, un site historique qui est reconnu par l'UNESCO. Pour passer à Fatima, où nous passons quelques jours, dont un jour de temps libre complet, et puis rentrer à Lisbonne. Mais le retour se fait à partir de Porto. Donc, de Lisbonne, nous rentrerons à Porto pour prendre l'avion. Il y a des petits voyages de côté, à côté à Tomar, à Baïcha et des choses comme ça, dont je parlerai dans l'itinéraire plus détaillé. Alors, vous avez une bonne idée de ce que ça donne. Alors, en arrivant le matin à Toulouse, après une nuit avec peu de sommeil à bord de l'avion, nous arrivons à Toulouse, qu'on appelle la ville rose. C'est une ville tout à fait charmante, une ville enjouée, une ville lumineuse. On l'appelle la ville rose parce que vraiment, c'est ce qui ressort. On voit dans la photo de droite en bas, là, ce dôme rose, et il y a plusieurs édifices qui sont construits de cette pierre. À Toulouse, nous allons avoir un petit peu de temps libre, surtout pour manger, pour le midi. Et puis, je vous accompagnerai de façon libre, là, il n'y a pas de guide, mais je vous accompagnerai à la place du Capitole, que vous voyez dans la photo. Et vous pourrez voir, pour ceux qui le souhaitent, la chapelle des Carmélites. On l'appelle la chapelle Sixtine toulousaine parce qu'à cause de la décoration au plafond et sur les murs qui rappelle un peu la chapelle Sixtine, mais en beaucoup plus réduit. Les Carmélites n'y habitent plus, bien entendu. C'est devenu un site historique patrimonial. Et puis, de là, nous monterons dans l'autocar l'après-midi pour faire le transfert à Lourdes. C'est un trajet d'à peu près 2 heures, plus ou moins. Un très, très beau trajet où vous sortirez de Toulouse et on longe la campagne du sud de la France pour arriver au pied des Pyrénées, à la ville de Lourdes, cette ville qui est devenue extrêmement célèbre. Et on passe la première de 3 nuits à Lourdes. Je vais essayer de ne pas oublier de changer les photos. Oups, on va aller dans l'autre direction. Donc, vous avez ici un des nombreux sites religieux qui sont à visiter. Donc, le lendemain matin, le mercredi 5 mai, dans l'avant-midi, on visite le sanctuaire, donc les grottes de l'apparition qu'on voit ici, enfin, et puis l'église Sainte-Bernadette, bien entendu, la basilique Notre-Dame du Rosaire, et en fait, en tout à peu près 24 lieux de culte que nous ne verrons pas tous en détail, mais que vous pourrez repérer et avec les explications du guide, de voir l'importance pour vous. Et dans votre temps libre,
du lendemain, vous serez libre de retourner à ces endroits-là et je pourrais vous aider à planifier votre itinéraire personnel afin que vous puissiez marcher ou prendre le transport qui est disponible pour visiter les sites qui vous intéressent après cette visite initiale, ce tour de ville si on veut. Dans l'après-midi du 5 mai, on passera un peu plus de temps sur les sites qui ont touché Bernadette Soubirous dans sa vie familiale. Donc, le cachot, cette petite pièce incroyable où la famille s'est réfugiée, la maison paternelle, le moulin de Boly, et puis aussi l'hospice Sainte-Bernadette, qui est l'ancien hôpital ou l'hospice, en fait, qui a été construite et qui était gérée par les Sœurs de la Charité de Nevers. Et Bernadette, éventuellement, est devenue religieuse dans cette communauté. C'est là qu'elle a fait sa vie. Mais c'est là qu'elle a pris contact avec cette communauté religieuse. Il y aura un peu de temps libre en fin d'après-midi, et puis le dîner, bien entendu, en soirée qui est compris, et puis la soirée libre. Pardon. Nous passerons la deuxième nuit à Lourdes. Le jour 4, donc le jeudi 6 mai, vous aurez une journée complètement libre à Lourdes. Donc, le 5, vous aurez vu Lourdes, vous aurez pu voir ce que vous voulez revoir, là où vous voulez aller, s'il y a des endroits où vous voulez prier, méditer, je pourrais vous aider à le faire. Donc, ce sera la troisième nuitée à Lourdes. C'est entendu que tous les repas du soir sont compris. Et on se rencontre ensemble pour le repas du soir. Le repas du midi, c'est libre. Le jour 5, donc le vendredi 7 mai, nous partons de Lourdes pour Santander, qui est la halte entre Lourdes et puis Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, nous partons de Lourdes et nous faisons un trajet de plus ou moins 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Nous passons par les magnifiques villes du Pays basque français, Pau, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, pour traverser les Pyrénées, arriver dans le Pays basque espagnol. Et puis, nous passons par San Sebastián, qui est très réputé comme station balnéaire. Bon, j'ai oublié de cliquer. Voilà. Et puis, nous allons voir, les photos ne sont pas dans le même ordre que là où nous passons, mais je commenterai à mesure. Et puis, nous passons par la ville de Balboa, qui est bien connue, et puis dans la région de Loyola. Pour ceux et celles qui sont de spiritualité ignatienne, nous passons dans le pays de Saint-Ignace. C'est sûr que nous n'allons pas à Loyola, mais nous voyons ce pays où Saint-Ignace a grandi et où il a guéri de sa blessure qui a mené à sa réflexion, qui a donné naissance aux exercices spirituels qui maintenant sont peut-être un des exercices les plus importants dans la vie chrétienne. De San Sebastián, nous passons à Santander. Encore là, le trajet est d'à peu près 2 heures. Nous passons par la baie de Concha et puis nous nous arrêtons, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais ça demain, nous verrons Ribadeo, où on voit les rochers en forme de cathédrale. C'est sur cette plage magnifique. Et je reviens au vendredi 7 mai. Nous passons la nuit à Santander. Le jour 6, le samedi 8 mai, nous partons de Santander pour entrer à Santiago de Compostela, donc Saint-Jacques-de-Compostelle. Le trajet en entier de Santander à Saint-Jacques dure à peu près 6 heures. Pour ceux qui vont marcher, ce sera un peu plus long, bien entendu. Donc, nous longeons l'Atlantique pour un certain bout du trajet. Nous arrêtons à Ribadeo pour que vous voyez ces rochers en forme de cathédrale. Et puis, de là, nous rentrons à l'intérieur du pays, nous quittons la côte. Et en fin d'après-midi, nous arriverons à Lavacoya, qui est la petite ville d'où vous pourrez partir à pied pour ceux et celles qui veulent rentrer à Santiago à pied et faire l'expérience de la fin de pèlerinage. En arrivant, il y a la messe des pèlerins à laquelle vous pourrez participer, si vous le voulez, dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous passerons la première nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle. On voit ici la cathédrale magnifique qui saisit. Et on s'imagine que ceux qui ont passé un mois et demi à faire le pèlerinage à pied, comme l'arrivée devant cette cathédrale représente un moment absolument inoubliable et unique de leur vie. Donc,
Nous arrivons à Saint-Jacques-de-Compostelle et le dimanche 9 mai, le matin, nous aurons une visite guidée de la cathédrale. Certains de ces vitraux sont intéressants. Nous allons voir aussi, surtout dans cette visite guidée, le sens de cette cathédrale-là. Pourquoi elle est importante? Pourquoi, dans ce coin perdu de l'Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, cette ville a connu une importance si grande au niveau des pèlerinages à travers l'Europe. Les gens faisaient des mois de trajet à pied pour y arriver. Et on le fait toujours d'ailleurs, pour des raisons qui sont parfois différentes. On verra le portail qui est remarquable et surtout le portique du Gloria. C'est un portique très spécial où figure, c'est toute une mise en scène en pierre. On y voit le Christ, les 4 évangélistes, les apôtres et les 24 vieillards de l'Apocalypse. Et je vous laisse en suspens à savoir pourquoi tout ça est là. Qu'est-ce que ça fait tout ça ensemble? Nous découvrirons ensemble dans la cathédrale. Dans l'après-midi, vous êtes totalement libre pour faire l'exploration de la ville. Encore là, je serai là pour vous aider à composer votre itinéraire personnel. Vous pouvez partir seul ou à 2, à 3, c'est vraiment libre à vous. Et nous passerons la deuxième nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le jour 8, le lundi 10 mai, nous passerons de Saint-Jacques-de-Compostelle à Fatima. La journée sera entrecoupée d'arrêts, donc le trajet ne sera pas trop long. En tout, nous faisons à peu près 4h30, 5 heures d'autobus, mais ce temps est entrecoupé. Le premier arrêt, après avoir quitté Santiago de Compostela, Saint-Jacques-de-Compostelle, après à peu près 2 heures de route, nous arrivons à Braga. Braga est une ville portugaise importante, c'est une ville de patrimoine et une ville où, où tout le long de l'année est ponctuée de toutes sortes de belles célébrations religieuses, mais qui sont tout à fait au goût et à la couleur de la ville. C'est sûr que nous n'y sommes pas pour 2 mois, ni pour l'année, nous ne les verrons pas. Mais la ville emprunte cette ambiance qui est absolument unique dans le monde. Et vous pourrez le goûter même dans les pierres qui vous entourent. De Braga, nous ferons à peu près 2 heures de route pour arriver à Coimbra. Coimbra qui a déjà été la capitale du Portugal. Donc, on imagine tout le faste et tout l'investissement dans l'art, dans la pierre, dans l'architecture que les rois de Portugal, ont investi dans la ville de Braga. C'est aussi une ville universitaire importante. L'université était fondée en 1290, donc c'est une des premières universités européennes. Et ça illustre aussi l'importance de Coimbra dans l'histoire de l'Europe. On voit que l'emplacement géographique de Coimbra n'est pas évident. C'est loin d'être le centre de l'Europe, encore moins le centre du monde. Mais on sait qu'à l'époque, c'est l'époque des grandes découvertes. On commence à découvrir davantage le monde, surtout en allant vers l'Est. Et on est à peu près à 2 siècles avant un siècle et demi, 2 siècles avant la découverte de l'Amérique et ses grandes découvertes mondiales. Mais déjà, Coimbra est un centre universitaire extrêmement important, surtout au niveau théologie et au niveau philosophie, bien entendu. Et c'est une université qui a été fortement influencée par une présence arabe dans la péninsule ibérique. Donc, il y a beaucoup de choses à voir là. Et avec les guides, c'est sûr qu'on va découvrir des choses magnifiques. Et puis, on revient à Fatima par la suite. C'est-à-dire, on entre à Fatima à peu près 1 heure plus tard. Et puis, on passe la première de 3 nuitées à Fatima. Donc, le jour 9, est-ce que je vais assez vite, Anna? Anne, oui, OK. Le jour 9, le samedi 11 mai, on fait une petite excursion à l'extérieur de Fatima. On se rend à Tomar. Bon, j'espère que je ne... Bon, on a l'intérieur ici de la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme vous voyez, ce n'est pas une cathédrale extrêmement vaste. Mais au point de vue religieux, au point de vue historique, c'est une cathédrale extrêmement importante. Et nous verrons, mais elle ne sera pas en action, cet énorme encensoir qui traverse toute la nef de la cathédrale. Et puis, on aura le temps de découvrir des petits coins de la cathédrale qui sont d'un intérêt particulier auquel tout le monde ne s'arrête pas.
C'est le point de départ pour le Camino de Santiago, pas le point de départ, mais un point de repère pour le Camino de Santiago. Bon, alors, on revient à Tomar. Donc, on prend à peu près 1 heure de route, on quitte Fatima, on arrive à cette jolie petite ville de Tomar. C'est une ville de charme, c'est une ville qui a un charme fou. C'est une ville où vous allez voir photographier, si on avait les anciennes caméras avec les films, vous y feriez la grande joie de Kodak ou d'autres compagnies de films. C'est un coup de cœur du Spirito, c'est pas pour rien. On sait que les villes où il y a de l'eau, cette rivière, sont des villes qui ont un charme tout à fait particulier. Et c'est une ville qui n'est pas tellement grande, donc facile à explorer. Et de Tomar, on fait à peu près 1 heure de route pour aller à Batalha. On dit Batalha, mais le I en portugais le H, pardon, est un I au portugais, le Tomar de Batalha. Et ce qu'il y a de plus important à Batalha, c'est le monastère Santa Maria de Victoria, qui n'est plus un monastère, c'est un site historique, mais quand même qui donne une bonne idée de la présence religieuse, de quelle forme elle revêtait. Nous parlerons aussi de ce qu'était la vie religieuse dans ce centre culturel important et ce qui est arrivé au fil des années à ce monument extrêmement important. Et la rentrée à Fatima dure à peu près 30 minutes. Et puis, on passe la deuxième nuitée de Troyes à Fatima. Le jour 10, le mercredi 12 mai, on visite Fatima à pied. Marc, excuse-moi de t'interrompre. Peut-être juste avancer les diapos. Oui, merci de me le dire. Je le fasse. Donc, voilà, nous sommes à Fatima, donc le lieu d'apparition de la Vierge en 1917 à 3 pauvres petits bergers. Vous savez, on peut faire un parallèle assez pertinent entre ces 3 pauvres bergers et Bernadette Soubirous, des gens qui, à la base, sont ignorants et ou non éduqués, qui n'ont pas de scolarisation, mais à laquelle la Vierge choisit d'apparaître pour des raisons bien particulières. Donc, on a une première vue de ce sanctuaire. Oh, on est déjà à Lisbonne. Je vais reculer. Donc, on fait Fatima à pied, le sanctuaire de la Vierge, la basilique, bien entendu, et la Capelline où Notre-Dame est apparue aux voyageurs, aux bergers, aux 3 enfants. Dans l'après-midi, vous êtes libre, parce que plusieurs vont vouloir, à Fatima, retrouver un coin tranquille où ils peuvent se recueillir et prier selon ce qu'ils veulent faire. Alors là encore, je serai disponible pour vous conseiller, vous montrer comment y aller, vous donner des conseils pratiques, pour que vous puissiez passer un après-midi à vous, inoubliable, à part du groupe, mais dont vous pourrez revenir avec un partage extraordinaire pour le groupe en soirée. Si c'est possible, c'est sûr en soirée que nous ferons une rencontre de groupe, comme j'aime faire très souvent, pour qu'on parle de ce qui s'est passé durant la journée. Et l'après-midi est libre, comme j'ai dit. Et en soirée, vous avez la possibilité de participer à la procession au flambeau à 21 h. C'est une procession populaire, extrêmement impressionnante, un peu comme ce qu'on a recommandé à Lourdes. Ce sont des mouvements populaires importants et dans lesquels on est souvent très saisi. Mon expérience de ça personnelle, malgré mon expérience de voyage et d'études en théologie, tout ça, il y a quelque chose de particulier dans ces mouvements-là. On regarde le visage des gens et il y a quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose de le voir simplement et encore autre chose de pouvoir y participer. Et nous passons donc la 3e nuitée à Fatima. Et le jour 11, nous faisons le trajet de Fatima à Lisbonne parce que nous voulons quand même voir Lisbonne. Mais le 13 mai, c'est une journée importante. C'est là où les foules abondent à Fatima, parce que c'est la journée qui marque l'apparition de la Vierge à ses 3 enfants bergers. Alors, nous aurons du temps libre à Fatima pour ensuite partir sur Lisbonne. La distance n'est pas très grande. On parle d'à peu près 1h30 à peu près, mais ça dépend beaucoup de plusieurs éléments. Et le jour 12, le vendredi 14 mai, nous arrivons à Lisbonne. En avant-midi, nous restons un petit peu en banlieue de Lisbonne. Question de voir le monastère des Hiéronymites. C'est un monastère extrêmement important. Et Anne me fait signe d'aller plus vite, c'est ça? Non, juste de changer de diapo. Encore. Merci. Bon, nous sommes à Lisbonne. Comme vous voyez, c'est une ville au bord de la mer, pour ainsi dire, enfin, une baie de la mer. Et c'est une ville qui est en pente,
qui a un charme absolument fou. C'est une ville qui a connu une histoire bouleversante, bouleversée. Une ville qui est à l'autre bout de l'Europe, donc qui a eu beaucoup de difficultés à s'affirmer comme capitale marquante de l'Europe. Pendant tout ce temps-là, on pense à Londres, à Paris, enfin à Rome, et pauvre Lisbonne se débrouille comme elle peut. Mais Lisbonne a toujours été une ville d'un charme fou. Et déjà, la langue portugaise est intéressante, elle est musicale, elle est un peu heurtante. Et puis, le folklore portugais est extrêmement beau, extrêmement... Il y a un côté très triste, un côté mélancolique à ce folklore, au chant surtout quand on pense par exemple au fado. Et donc, on va voir le monastère des Héronymites, un édifice flamboyant qui était un monastère qui maintenant est un monument national. Je pense Et qu'on le voit puis, dans la diapo suivante, hein? Ce monastère. pardon? Oui. Oui, voilà. Non, ça, c'est le château. C'est le château, oui, c'est pas le monastère. Je pense pas qu'on l'a sur les photos. Non. Ah oui, voilà. La tour de Belém, ouais, la tour de Oui, pour Belém, le juste avant, lendemain, qui est à côté du monastère, oui, oui, qui est oui, le très monument. monastère. Vous voyez cette richesse de l'art gothique et ce plafond en particulier qui est inexplicable. C'est un chef-d'œuvre incroyable. Et voyez les détails sur les murs et tout le reste. C'est un monastère incroyable. Et nous rentrons à Lisbonne. Bon, encore là. Et voilà. Là, nous sommes à Porto, donc je suis allé trop vite. À Lisbonne, on va voir l'avenue de la Liberté, cette magnifique avenue, ainsi que le Baixa, qui est la vieille ville. C'est la section de la ville qui a été entièrement démolie et rebâtie après le séisme de 1755. Lisbonne est sur une zone sismique importante et a connu plusieurs difficultés. Il y a aussi, il y a quelques années, une quarantaine d'années, une partie de la ville qui a été complètement incendiée, mais elle a été complètement rebâtie. Donc, Lisbonne conserve son charme antique, son charme. C'est pas une ville comme les autres. Vous allez voir que c'est une ville qui a un caractère tout à fait particulier. Et puis, nous arrêterons absolument pour faire la dégustation des pastéis de nata. C'est une pâtisserie tout à fait de Lisbonne. C'est une petite tartelette à la costarde qui est légèrement citronnée et c'est vraiment caractéristique de Lisbonne. Et ne pas prendre ce pastéis, c'est ne pas aller à Lisbonne. C'est comme venir à Montréal et ne pas manger une poutine, sauf qu'il y a une petite différence au niveau du goût. On parle d'un dessert et non pas d'un plat supposé principal. Et puis, on passe la deuxième nuitée à Lisbonne. De Lisbonne, nous rentrons à Porto. Là, je vais prendre la bonne photo. Voilà, Porto qui est une ville d'un caractère fou, absolument fou. Le trajet, on refait la route qu'on a fait, mais de façon beaucoup plus expéditive. On s'est arrêté beaucoup entre Porto et Lisbonne en allant à Lisbonne, mais en retournant, nous allons de façon assez directe. Nous partons assez tôt le matin. En passant, les départs avec Spirito, ce n'est pas comme avec les grands voyageurs normaux, les grandes compagnies normales qui vous lèvent à 5h30 ou 6h le matin afin de partir à 7h30, vite, vite, vite. Les départs se font plus tard et respectent beaucoup plus le pas des voyageurs. C'est beaucoup plus raisonnable. Les voyages spirituels sont vraiment en dimension humaine. On ne se presse pas, on ne pousse pas dans le dos et on ne charge pas trop les journées. Il y a parfois qu'on est obligé d'aller plus vite, mais ce n'est pas ce pas effréné, ce pas parfois désagréable et fatigant. On rentre fatigué peut-être d'un voyage spirituel, mais fatigué, mais en même temps détendu. On a vu des choses, on a rencontré des gens et on a pris le temps. Donc, je reviens à Porto. On a une visite guidée de Porto. Porto fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est une ville qui est protégée. On ne change pas le caractère de Porto. On va voir la gare de train qui est spectaculaire, surtout à cause des fresques qu'on trouve sur les murs. C'est un monument unique. On a peine à croire que c'est une gare de train. Ensuite, on va voir la tour du clergé, bien entendu, et la cathédrale de Porto.
Euh, Chose importante à Porto, c'est qu'il faut vraiment déguster le vin de Porto qu'on connaît très bien ici. Euh, c'est un vin, on va voir un chai qui s'appelle la Villanova de Gaia, où on fera une dégustation pardon, du vin. La soirée soit libre. C'est la dernière soirée, donc on s'organisera pour faire quelque chose de spécial, je vous le promets. Un restaurant spécial, quelque chose qui convienne à tous, mais où on fera une fête qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et le lendemain, le dimanche 16 mai, on part de Porto sur Montréal et non pas de Lisbonne. Donc, on a fait la boucle. Pfiouf! Ça va, Anne? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup, Marc. Très belle Grand plaisir. présentation. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre diapo, je pense, juste pour Ah oui, oui, conclure. oui. Et puis moi, je vais parler un peu de la... Ah oui, regarde ça, les belles photos de Porto avec Oui. les faïences, Les les chais, azuleros, le Porto, oui, les chais de chais, Porto, voilà. Et la puis, bonne bouffe. les petites tartelettes dont je parlais tout à l'heure, ainsi que les spécialités de fruits de mer. Je n'ai jamais mangé de sardines aussi bonnes que celles du Portugal. Elles sont extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec les petites boîtes qu'on ouvrait comme enfant. Les sardines portugaises, ça se mange comme du bonbon. Et voilà. J'aimerais rajouter un petit mot sur la température. Si vous vous demandez quel temps il fait, ben, le plus froid qu'il va faire normalement dans ce temps-là, c'est à peu près 8 degrés Celsius. Et c'est à Lourdes que ce sera le plus frais. Et le maximum que vous allez vivre, c'est 22 degrés Celsius qui sera à Lisbonne. Ce sont des moyennes de haut et de bas. Donc, en moyenne, on parle d'une température autour de 16, 17, 18 degrés Celsius. Mais il faut s'armer pour la pluie, le beau temps, enfin tout ça. Donc, s'habiller avec des couches qu'on peut enlever, pas des couches, enfin, des, des, des chandails qu'on peut enlever, des chemises à manches longues, manches courtes. Enfin, on parlera de ça lorsqu'on ferait la rencontre pré-voyage. Oui, merci beaucoup, Marc. Merveilleux. Plaisir. Alors, oui, au niveau technique, donc, combien ça coûte, qu'est-ce qui est inclus? Donc, bien sûr, vous avez tout ça sur notre site Internet, mais je vais quand même dire les grandes lignes, là. Alors, le tarif réservé tôt, il était annoncé jusqu'au 3 janvier, donc c'est toujours 4 mois avant de partir, mais pour ceux qui nous suivent, donc, on fait un spécial, là, souvent les gens attendent avant de s'inscrire pour voir la présentation dans la journée porte ouverte, voir le webinaire avec nos accompagnateurs. Donc, on a prolongé jusqu'au 11 janvier. Le changement n'a peut-être pas été fait sur Internet, mais inquiétez-vous pas, toute l'équipe est au courant jusqu'au 11 janvier. Vous allez avoir votre rabais réservé tôt de 100 $. Et puis, bon, bien sûr, beaucoup hésitent aussi à s'inscrire à cause de la COVID présentement, à cause de la pandémie. Donc, on vous a mis toutes les informations. Là, je ne voulais pas répéter pour chacune des présentations. Dans le chat, vous avez toutes les informations. Pour l'instant, on demande juste un dépôt de 100 $ pour s'inscrire. Et donc, ça vous permet de réserver votre place, ça vous permet d'obtenir le rabais réservé taux de 100 $, hein, ça vaut la peine. Et puis, si jamais, à 2 mois de partir, on va prendre la décision, est-ce qu'on fait le voyage au mois de mai 2021 ou non? Et donc, votre dépôt, il est valide jusqu'à 60 jours du départ. Après ça, on demande le solde si le voyage est maintenu. Sinon, si on reporte, donc, à ce moment-là, on va reporter plus tard parce qu'on avait déjà un groupe pour garantir le départ en 2020. Hein, c'est un voyage qui a été reporté. Alors, c'est sûr qu'on ne l'annulera pas. Par contre, si les nouvelles dates ne vous conviennent pas, on vous donne un crédit donc de votre dépôt qui est valide 24 mois. Donc, ça vous permet de faire n'importe quel autre voyage avec Spiritour et vous avez 24 mois pour utiliser votre crédit. Alors, je pense que j'ai résumé là, les plus grandes lignes, mais toute l'information est dans le chat par rapport à la COVID, par rapport à notre plan d'intervention et puis notre promotion flexibilité COVID, tout est là aussi, puis c'est aussi sur notre site Internet. Il y a possibilité de partir de Montréal ou de Québec. Partir de Québec, c'est 125 $ de plus par personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on repart de Porto, parce qu'il y avait des vols avec Transat entre Porto et pour faire une liaison là, sur Québec via Montréal, si je ne me trompe pas.
je ne suis pas certaine, en tout cas, ou c'est peut-être direct sur Québec. En tout cas, ça sera confirmé. Les prix, donc, s'envolent, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce que ça comprend, ce tarif-là? Donc, c'est 4 585 avec le rabais réservé taux de 100 $. Ça comprend les vols Montréal-Toulouse, Porto-Montréal avec Air Transat ou sur Québec, 12 nuits d'hébergement dans les hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles et en maison religieuse, en occupation double, les 2 repas par jour, donc tous les petits déjeuners, tous les soupers sont inclus, tous les transferts en minibus climatisé, toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire, les services d'un guide local francophone sur place et un accompagnateur de Spiritour et un animateur spirituel. Donc, l'accompagnateur de Spiritour étant Marc Langlois et le prêtre qui est l'animateur spirituel. Toutes les taxes sont incluses également. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Le supplément des vols de Québec. Les assurances voyage, c'est toujours en option. Comme je mentionnais tout à l'heure, les compagnies d'assurance avec qui que nous autres, on offre, Croix-Bleue et Manuvie, couvrent en cas de COVID si vous tombez malade pendant le voyage. Donc, tout est pris en charge, votre hospitalisation, médicaments, l'hébergement si vous devez prolonger et la nourriture. Donc, tout ça est pris en charge par les compagnies d'assurance. Et puis, informez-vous aussi sur notre protection sans égale avec Manuvie qui vous permet, si jamais n'importe quel motif, vous ne voulez plus partir, vous êtes au moins couvert pour 75 %, vous allez avoir un remboursement minimum de 75 %. Si c'est une raison majeure qui est couverte par l'assurance annulation, c'est 100 % des frais qui est remboursé. La COVID, c'est une condition préexistante, mais vous pouvez, avec cette protection-là, être assuré au minimum pour 75 %, dépendamment des circonstances, là, si c'est une condition préexistante ou pas. Donc, voilà, les assurances sont en option. On pourra vous aider, vous conseiller si vous n'avez pas déjà vos assurances. Les pourboires, donc, c'est en supplément. Les repas non mentionnés, on parle des repas du midi. La manutention de bagages, vous pouvez l'avoir pour 30 € seulement. La contribution fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, en fait, présentement, c'est gratuit. Donc, vous avez cette protection-là avec l'Office de protection du consommateur qui est complètement gratuite en ce moment pour tous les clients qui passent par des agences de voyage. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 3 mars. Et comme je vous ai dit, je vous encourage fortement à vous inscrire avant lundi. Donc, lundi au plus tard, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions pour faire votre dépôt de 100 $ et réserver votre place. Alors, voilà. Marc, je vous laisse le mot de la fin. Ah, Marc, je m'excuse, votre micro est fermé. Voilà. Merci Anne de me donner l'occasion de présenter ce magnifique voyage. C'est sûr que ça m'a fait énormément de peine qu'il a été annulé l'année dernière, mais c'est avec grande joie que lorsque tu m'as annoncé qu'il se ferait cette année, que je suis embarqué. Et puis, je suis sûr que c'est un voyage qui va marquer tous ceux qui y participent pour de multiples raisons. Alors, merci beaucoup, puis j'espère vous revoir. J'ai très hâte de vous rencontrer, réunion pré-voyage ou autrement. Merci, merci beaucoup, Marc. Puis à tous nos spectateurs, hein, je vous répète que gênez-vous pas, là, je viens de regarder s'il n'y a pas aucune question. En tout cas, gênez-vous pas, j'imagine, parce que l'information est tellement claire. Hein, Marc est tellement un grand orateur, un bon orateur. Ça doit être tout bien clair. Tout est sur notre site web aussi. Bien, Mais